Alors bonjour à tous, je m'appelle Émilie Le Goff. Bienvenue à tous à ce quatrième webinaire organisé par Fleck Group. Je suis responsable marketing et communication pour Fleck Group France maintenant depuis un petit peu plus de 10 ans et j'anime aujourd'hui ce webinaire avec l'aide de Thomas Charrier. Je vous informe que conformément à la RGPD, ce webinaire sera enregistré. Le replay sera disponible cet après-midi. On vous l'enverra par email et sachez qu'également, il sera inclus dans notre newsletter qui sera envoyée demain. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Vous pouvez le faire à l'aide du site internet. En bas de page, vous aurez un petit pop-up qui vous permettra, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous pouvez vous enregistrer à la newsletter et recevoir les actualités une fois par mois. Je vous précise également que pour le déroulement de ce webinaire, je vais laisser donc Thomas présenter sa thématique pendant environ une demi-heure. Vous avez à votre disposition le chat où vous pouvez poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit pendant cette présentation. Et à la fin de cette demi-heure, je reprendrai la parole et nous répondrons aux questions posées les unes après les autres et dans l'ordre d'arrivée des questions. Voilà, pour moi, j'estime à peu près à 45 minutes le temps de ce webinaire au total. Je vais te laisser la main, Thomas, pour te présenter et puis pour commencer cette thématique. Merci Émilie, bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce sujet d'actualité et j'espère que je pourrai vous apporter tous les éléments sur cette thématique. Donc Thomas Charrier, je suis ingénieur commercial sur l'agence de Strasbourg, plus particulièrement sur le département 67 qui concentre une importante clientèle de bureaux d'études sur lequel je fais pas mal de prescriptions. Voilà, donc je vais tout de suite attaquer cette présentation en vous présentant un petit peu son déroulé. On va se poser tout simplement les bonnes questions en commençant par pourquoi. Pourquoi parle-t-on de cette thématique? Qu'est-ce qui l'a concrètement déclenché? Bon, vous vous en doutez, hein, c'est particulièrement lié à la pandémie Covid-19. On va aborder les conseils de deux entités qui sont importantes pour ce sujet, qui ont beaucoup travaillé pendant les 2 ans de pandémie, à savoir l'Eureva et l'Eurovan. On fera un point sur la situation. On se posera ensuite la question quoi? Quelle est l'explication sur l'origine et la direction des fuites? On rentrera dans le détail de la conception des roues de récupération et des centrales. Et quels sont les conseils actuels avec lesquels il faut se mettre en phase vis-à-vis de la pandémie. Et enfin, que pouvons-nous vous proposer sur ce sujet? Quelle technologie à mettre en place? Voilà, on abordera ces 3 points dans la présentation. Tout d'abord, je vous laisse simplement prendre connaissance de cet avis de non-responsabilité. Je vous laisse une toute petite minute pour en prendre connaissance. Voilà. On va tout de suite attaquer l'introduction en parlant un petit peu Covid-19. Aujourd'hui, les systèmes de récupération d'énergie et plus particulièrement les roues de récupération, de par leur rendement important, sont de plus en plus incontournables dans nos bâtiments. Il faut savoir qu'à ce jour, hein, on n'a aucun cas documenté de contamination liée à un système de traitement d'air avec récupérateur rotatif. Donc de là, on part d'un constat qui est plutôt rassurant puisque la contamination liée à ces systèmes reste très peu probable. Il ne faut pas se le cacher. Toutefois, en tant que fabricant et en tant que responsable de ces matériels, on doit prendre toutes les mesures pour écarter tout risque potentiel de contamination. Donc, voilà, c'est des mesures qui ont été prises effectivement suite à de nombreuses études et analyses durant la pandémie. On s'est rendu compte que le premier réflexe des utilisateurs a été finalement pas forcément d'arrêter les centrales, mais plutôt d'arrêter le rotor seul, ce qui n'empêche malheureusement pas la présence de fuites et de potentielles contaminations. Voilà.
Un rapide point sur le REVA, pour ceux qui ne connaissent pas. Le REVA est une fédération des associations européennes de chauffage, ventilation et climatisation, qui a été fondée en 1963. C'est une organisation qui fédère 120 000 concepteurs HVAC, ingénieurs en bâtiment, techniciens et experts, et qui est présente sur 27 pays européens. Donc c'est quand même voilà, une entité qui a rapidement réagi en sortant des textes durant la pandémie. Il faut savoir qu'au tout départ, leur conseil principal vis-à-vis des roues de récupération a été l'arrêt complet des centrales. Aujourd'hui, bien évidemment, depuis, ils ont revu leur avis, qui a été publié notamment le 2 juillet 2021, qui donne toutes les bonnes règles de conduite sur l'utilisation des échangeurs à roues de récupération. Voilà, donc c'est sur leurs conseils que cette présentation se base et notamment aussi ce sur quoi l'Eurovan a travaillé également. Abordons les fuites internes. On va faire un rapide tour de toutes les fuites internes en commençant simplement par un aparté sur le cas des échangeurs à plaques où, dans les idées reçues, l'échangeur à plaques, de par sa conception, garantit une étanchéité entre les deux flux. C'est vrai, des plaques physiquement scellées, forcément, rendent étanches les deux flux. Cependant, et ça c'est directement issu du texte du REVA, il existe des points qui peuvent potentiellement, à long terme ou à moyen terme, être sujets à des fuites entre les deux flux, notamment cette partition intersectorielle qui, ben, dans sa conception, voilà, reste une paroi jointée, souvent avec une porte. Euh, voilà, on sait la durabilité d'un joint dans le temps, ça reste un élément sensible. Très souvent, pour des raisons et des contraintes spatiales ou d'emplacement dans un local technique, on peut avoir la mise en place de presse-étoupe pour aller alimenter le moteur ici. Forcément, un presse-étoupe entre les deux flux ben, crée des fuites. Donc voilà, un autre point de vigilance sur les plaques. Et d'autre part, normalement, un échangeur à plaques est régulièrement retiré pour être nettoyé et remis en place, ce qui peut à terme, voilà, ne serait-ce que la manipulation, entraîner un mauvais replaçage et donc des fuites potentielles également. Donc dans la conception, on peut dire qu'un échangeur à plaques, effectivement, n'entraîne pas de fuite. Par contre, dans l'utilisation, ça peut être sujet à des fuites non contrôlées. Bien, revenons sur les roues de récupération, où là, on va parler et détailler les trois fuites existantes. Tout d'abord, la purge, un rappel hein, sur le secteur de purge, son utilisation, son efficacité et sa conception. On va parler également du terme OACF, qui est l'Outdoor Air Correction Factor, ou alors on va appeler ça le facteur de correction sur l'air extérieur, qui représente la globalité des fuites sur une roue de récupération. Et on va enfin aborder le ATR, qui est l'Exhaust Air Transfer Ratio, donc le facteur de transmission sur l'air extrait, qui lui représente les fuites que l'on tient à tout prix éviter, c'est-à-dire les fuites de l'air extrait vers l'air soufflé. Bien, abordons le secteur de purge. En utilisant le secteur de purge et en ajustant effectivement les pressions de façon optimale autour des roues de récupération, on s'assure en fait aucun transfert de flux dans l'installation. En particulier, on évite tout risque de transfert d'air extrait vers l'air soufflé. Comment fonctionne un secteur de purge? C'est plutôt simple et c'est un rappel via une animation qui nous détaille un petit peu plus son fonctionnement. Vous avez tout simplement une butée après l'échangeur dans l'air soufflé qui vient pour prélever une partie de l'air neuf et permettre à tout contaminant ou tout air vicié potentiellement résiduel dans la roue d'être purgé, puisqu'on a la roue qui va tourner dans ce sens. L'air vicié qui peut rester dans cette partie de l'échangeur va être purgé par ce secteur de purge. Voilà, tout simplement. Donc, on s'assure une non-transmission de l'air extrait vers l'air soufflé, tout simplement en produisant le phénomène inverse.
Les recommandations du REVA pour le secteur de purge, c'est tout simplement que celui-ci soit correctement, eh bien, positionné et réglé d'usine. Souvent en fonction des pressions disponibles, et des pressions mises en œuvre dans la centrale, on va plus ou moins avoir, un secteur de purge plus ou moins grand. Hem, voilà, ça va être surtout aussi fonction de la configuration des ventilateurs, puisqu'on va le détailler juste après, mais dans les centrales de traitement d'air, on peut les concevoir avec un emplacement de ventilateur spécifique. Le secteur de purge ne va fonctionner que dans certains cas. Dans notre cas, nous avons toujours eu une purge et elle est fixée à 9 degrés afin de donner toujours une marge de sécurité pour une efficacité maximale de la purge. Parlons maintenant de l'OACF ou du facteur de correction sur l'air neuf. L'OACF, c'est tout simplement le ratio des débits massiques entre l'air neuf et l'air soufflé. Donc, ainsi, il définit l'ensemble des fuites à travers le retorge et à travers la purge entre l'air soufflé et l'air extrait. Donc, si cette valeur d'OACF est plus grande que 1, la somme des fuites entre l'air soufflé et l'air extrait va dans le sens de l'air soufflé vers l'air extrait. C'est ce qu'on recherche pour assurer qu'aucun risque de contamination ne se fasse. A contrario, vous l'aurez compris, si l'OACF est inférieur à 1, la somme des fuites va de l'air extrait vers l'air neuf, et là, c'est ce qu'on cherche à tout prix à éviter. Cette valeur d'OACF, on est en mesure de la prendre en compte lors de la conception des centrales de traitement d'air pour que cette valeur soit au plus proche de 1, mais toujours supérieure à 1, afin de limiter les consommations, mais de s'assurer d'un transfert de l'air neuf vers l'air extrait et par l'inverse. Un exemple type sur une Q-Prime, vous avez un débit de 7 200 m3 au soufflage en point de consigne, heu, via le secteur de purge, qui va nécessiter 664 m3 pour fonctionner. En considérant que nous n'avons pas de différence de pression du côté, aval de l'échangeur, on va avoir du coup, si on fait le ratio, un OACF de 1,08, soit un taux de fuite de 8. Ça, c'est le fonctionnement normal sur une centrale dimensionnée dans ces débits. Voilà, ce qui reste, vous comprendrez aussi, plus le taux de fuite au ACF va être élevé, plus on aura cette valeur, à l'air neuf, importante et donc une consommation accrue du ventilateur pour assurer toujours ce débit de consigne et la purge efficace. Donc c'est pour ça qu'on va limiter au maximum ce taux de fuite. Parlons maintenant de l'EATR ou du facteur de transmission d'air vicié. Le ATR, il est tout simplement fonction de la différence de pression entre l'air soufflé en aval de l'échangeur, la pression P22 ici, et la pression de l'air extrait en amont de l'échangeur, la P11. L'objectif principal est bien évidemment de maintenir cet EATR le plus proche de zéro possible. À savoir que la vitesse du rotor, le secteur de purge et la configuration des ventilateurs ont un impact sur le ATR. Pour un échangeur de chaleur rotatif correctement conçu, la fuite d'air extrait potentiellement contaminé vers l'air neuf est en pratique négligeable. Par contre, dans le cas d'une mauvaise disposition des ventilateurs ou d'un mauvais réglage de l'équilibre des pressions, ces fuites peuvent être beaucoup plus importantes et on va le voir juste après. Tout ce calcul de l'EATR est détaillé dans une norme, le N16798-3. J'en profite, pour vous parler de ce document qui est accessible sur le net et sur lequel je vous laisse le lien en description à la fin de la présentation. L'Eurovent a travaillé sur un dossier publié le 17 février 2021 qui reprend toute cette thématique et toute une étude complète, sur les fuites d'air dans les unités de traitement d'air et les meilleures directives, pour améliorer la qualité d'air intérieur. C'est, sur ce sujet que j'ai condensé la présentation qui suit, notamment sur la disposition des ventilateurs, et l'impact, que cette disposition a dans les centrales de traitement d'air et dans l'assainissement des centrales de traitement d'air. On va parler de la première configuration qui consiste à avoir les 2 ventilateurs après le rotor. Dans cette conception, on va avoir un secteur de purge, qui va fonctionner de manière optimale, puisqu'en mettant
notre ventilateur de soufflage en dépression au niveau de la roue de récupération, mais également en dépression au niveau de l'air extrait sur la roue de récupération, on va pouvoir contrôler parfaitement l'équilibre de pression et s'assurer que le secteur de purge fonctionne de manière optimale. De ce fait, le ATR, dans cette configuration-là, est proche de 0% et toujours inférieur à 5% avec une purge. Aujourd'hui, il est même certifié complètement négligeable. Dans une configuration de ce type, où nos ventilateurs sont côté extérieur, donc de notre centrale de traitement d'air, on va avoir un secteur de purge de par l'emplacement naturel et la différence de pression naturelle au niveau de la roue de récupération, à savoir une surpression complète au soufflage et une dépression côté extraction. On va forcément avoir un secteur de purge qui va être hyper efficace, avec un EATR complètement négligeable. Cependant, de par ces différences de pression énormes au niveau de la roue de récupération, l'OACF, la fluide globale et donc la purge, vont être beaucoup plus importantes. De là, ça en résulte une efficacité de la centrale plutôt médiocre, puisqu'on va entraîner des surconsommations sur les ventilateurs. Donc, efficace en termes de non-contamination, mais pas efficace en termes énergétiques. La configuration, malheureusement, la plus courante à ce jour, mais qu'il faut impérativement éviter si on veut éviter tout risque de contamination, c'est celle-ci. Les 2 ventilateurs côté du bâtiment, puisqu'on va mettre l'extraction en surpression au niveau de la roue de la récupération et en dépression au soufflage au niveau de la roue. Ce qui fait que forcément, on a un EATR hyper important, de l'ordre de 10 à 30% sans purge. Et forcément, s'il y a présence d'un secteur de purge, bah là, il va fonctionner à l'envers, donc le taux de fuite s'en retrouve augmenté. On parle d'un taux de fuite de 15 à 35%. Donc, certes, c'est une conception économique à la base, que, qui permet de réduire considérablement la taille du caisson. Cependant, c'est une configuration qui est une aberration en termes de contamination de l'air extrait de l'air neuf vers l'air de l'air extrait vers l'air neuf. Et enfin, dernière configuration, les 2 ventilateurs sont en amont de l'échangeur. Là, l'efficacité du secteur du purge est bonne aussi, puisqu'on a un EATR qui est inférieur à 3%. Cependant, étant donné les pressions qui sont mises en œuvre sur la roue de récupération, à savoir une bascule en surpression des 2 côtés des flux, on va avoir également aussi une efficacité plutôt médiocre, puisqu'un OACF relativement important par rapport à la configuration numéro 1. Voilà. En ce qui concerne la balance de pression, pour assurer une surpression de l'air soufflé vers l'air extrait, dans les différentes configurations, on va avoir plusieurs solutions, même si une seule solution persiste. Heu, Si on regarde plus particulièrement la solution, les 2 ventilateurs sont côté extérieur. Là, il n'y a pas nécessité d'utiliser l'étranglement, donc un dispositif ou un registre supplémentaire au niveau de l'air repris. Pourquoi? Puisque la disposition naturelle et l'équilibre de pression, la différence de pression naturelle qui va subsister suite à l'emplacement, des ventilateurs, va de toute façon éviter tout risque de contamination de l'air neuf par l'air extrait. Idem pour la configuration numéro 3, où nos 2 ventilateurs sont côté bâtiment. Ici, on n'a pas du tout de possibilité d'utiliser ce registre. Pourquoi? Puisque là, comme on l'a vu, l'air extrait est de toute façon sur pression au niveau de la roue par rapport à l'air soufflé. Donc, si on ajoute un dispositif d'étranglement, un registre de ce côté-là, contrôler la pression en amont du ventilateur ne va pas du tout permettre de moduler les pressions qui sont mises en œuvre sur la roue de récupération et on n'évitera absolument pas un EATR important. Dans le cadre de la meilleure configuration où les 2 ventilateurs sont en aval de l'échangeur, là, on va avoir tout intérêt à positionner un registre supplémentaire dans la conception de la centrale. Pourquoi? Pour pouvoir moduler la pression de ce côté de l'échangeur
et garantir une pression entre P22 et P11 proche de 20 pascal. Ça permet de limiter les consommations sur les ventilateurs et d'assurer, via cette différence de pression, une non-contamination de l'air soufflé par l'air extrait. Nous utilisons une différence de pression dans la régulation fixée à 10 pascal, qui limite encore plus les consommations et qui permet de toute façon d'assurer cette différence de pression assainissante pour la centrale. Comment ça fonctionne concrètement dans la régulation? C'est plutôt simple, via des sondes de pression en amont de l'échangeur, on va analyser la différence de pression et en jouant sur un registre équipé d'un servomoteur modulant en 0,10 volts, on va pouvoir tout simplement assurer la consigne de 10 pascal sur la différence de pression. Cela permet concrètement d'élargir le champ d'application pour lequel on pourrait utiliser des roues de récupération vis-à-vis des échangeurs à plaques. Ça a pas mal d'avantages puisque une centrale de traitement d'air avec une roue de récupération est souvent, très souvent, plus compacte qu'une centrale avec échangeur à plaques. Et bon, vous savez, on se dispense aussi des problèmes de dégivrage que peut rencontrer et d'efficacité que peut rencontrer pendant les cycles de dégivrage les échangeurs à plaques. Avec cette technologie, on s'assure de maîtriser l'ensemble des fuites et donc d'éviter tout risque de contamination. Donc pourquoi pas élargir le champ d'application des roues de récupération. Concernant les unités existantes, l'UREVA a tout simplement prodigué un conseil dont je vous laisse prendre connaissance, mais concrètement, on ne peut pas faire grand-chose puisque des centrales en place, on ne va pas pouvoir modifier l'emplacement des ventilateurs, surtout si on se retrouve dans une configuration courante, à savoir l'air extrait en surpression vis-à-vis de l'air soufflé. On n'a aucune influence possible. On va juste pouvoir minimiser les fuites tant que faire se peut. Mais concrètement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire sur les CTA existantes. Ça, le REVA en est bien conscient. Par contre, il existe un essai rétrospectif possible sur site. Il y a une méthode d'estimation liée à la prise de mesure de température qui existe et qui permet d'évaluer le ATR sur une centrale de traitement d'air. C'est même un projet d'une nouvelle norme à venir, rattachée à l'UN 308, qui permet tout simplement, en prenant la température de l'air évacué à l'entrée, la température de l'air neuf et la température de soufflé en faisant cette formule, d'estimer le ATR. Voilà, on pourra rapidement savoir sur site si notre centrale a des fuites potentiellement contaminantes. Et enfin, un article qui a été publié récemment, publié par l'université de Luzerne, qui a fait toute une étude avec des gaz traçants sur l'efficacité des roues de récupération équipées ou non de purge. Où on va, vous le voyez, analyser le ATR sur les roues de récupération. Ici, vous avez le taux de fuite sans secteur de purge qui oscille entre 0 et 3%. Et là, constat plutôt édifiant, une roue de récupération avec secteur de purge, pour exactement les mêmes valeurs, on voit que le ATR est complètement négligeable. Il est au maximum de 0,3%, donc avec les intolérances, etc., considéré complètement négligeable. Ça prouve que pour cette disposition de ventilateur, ce secteur de purge correctement appliqué, qu'on évite absolument tout risque de contamination dans les conceptions des centrales de traitement d'air, avec des roues de récupération à ce jour. Par exemple, sur une EQ-Prime, si je reprends le schéma précédent, aujourd'hui dans les conceptions, on est en mesure d'évaluer l'OACF, donc les taux de fuite global, sur notre centrale, et aussi d'estimer et de pouvoir calculer complètement finalement le taux de purge et les fuites globales. Ce qui permet aussi de s'assurer d'un EATR complètement négligeable, même dans la conception. Et ce qui va être important et déterminant pour le calcul de ces efficacités, c'est de bien connaître pas seulement les pressions disponibles globales au ventilateur,
mais les pressions disponibles dont nous avons besoin à l'aspiration et au soufflage sur les 2 flux. Ça permet une réelle estimation à la conception de toutes ces valeurs et donc du calcul de l'ESF. Pour aller plus loin, comme je vous le disais, je vous laisse les liens permettant d'aller voir le document du REVA et le document du Rovan. Ils sont de toute façon vraiment simplement accessibles sur internet. Le REVA, à savoir que normalement, il est disponible en allemand et en anglais, pas forcément en français. Par contre, le document de Rovan est disponible en français. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous laisse, digérer tout ça et puis, je suis à votre disposition pour vos questions. Merci pour votre attention. Merci Thomas pour cette présentation. Comme je vous le disais, il y a une partie chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour le moment, je n'en vois pas. Voilà, c'est la petite icône qui se trouve à côté de People, la deuxième petite icône. Mmh. C'est là que vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Je vais attendre quelques minutes s'il y en a qui souhaitent poser leurs questions. Comme je vous le disais aussi, donc toutes ces références-là, vous les retrouverez dans le replay et on insérera ça également dans notre prochaine newsletter qui partira demain. Voilà, comme ça vous pourrez revisionner en fait la présentation de Thomas. J'ai pas de questions pour le moment. Ce que je vous propose, c'est, je vais vous laisser peut-être mon adresse mail. Ah si, une question. Alors la Mmh. première question arrive. Est-ce qu'il y a des pressions minimum ou maximum à avoir sur l'air neuf et le rejet pour que ça fonctionne? Alors non, il n'y a pas de pression minimum, simplement, il faut bien prévoir une conception de base, avec la disposition des ventilateurs optimale comme j'ai présenté, et via l'ajout d'un registre sur, l'air extrait, on va pouvoir moduler les pressions, finalement indépendamment des pressions disponibles en amont ou en aval, à l'aspiration ou au rejet des ventilateurs. Donc non, il n'y a pas de valeur minimum de pression disponible, que ce soit sur du réseau résistif ou pas, pas de problème pour que la régulation puisse assurer les 10 pascal de différence de pression. C'est quoi le pourcentage maximum de fermeture de ce registre? Alors, j'ai pas de valeur en tête comme ça. Généralement, la modulation va se faire sur des valeurs plutôt minimes, puisque de par la conception, on va de toute façon avoir une différence de pression. Mais les 10 pascal, seront maintenus sur des valeurs oscillant, de toute façon, sur des pourcentages de fermeture très faibles. Là, on parle de l'ordre de maximum 10 à 30, pas plus. Puisqu'après, on va avoir trop de résistivité et pas forcément d'intérêt énergétique à trop brider le ventilateur de par ce registre fermé. OK. J'espère que cela répond à votre question. On attend encore un petit peu si jamais il y a d'autres questions qui viennent par la suite. Bon, je vous invite du coup, je vous disais, je peux vous laisser également, notre adresse, contact qui est info.fr et je vous le mets dans le chat. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail. Elle va directement, c'est moi qui la consulte, en mettant en objet, le webinar, dédié plutôt consacré plutôt à l'équilibre de pression en centrale de traitement d'air et puis on n'hésitera pas à vous faire un retour. J'ai Je vous juste une remercie. Oui? dernière question, Émilie, je t'interromps. Est-ce que ça marche avec tous les types de régulation? Alors,
avec nos régulations internes constructeurs, oui, on va pouvoir le faire. Par contre, évidemment, sur des régulations autres, ça implique forcément la mise en place de capteurs supplémentaires, notamment des sondes de pression. À ce jour, moi, à ma connaissance, je ne sais pas si d'autres régulateurs sont en mesure de gérer cet équilibre de pression. Mais nos régulations aujourd'hui sont en mesure d'embarquer voilà, l'équilibre de pression, effectivement, pour permettre le fonctionnement de cette technologie. Et je pense que c'est bon. Super. Merci. Merci à tous. Merci Mer- d'avoir assisté à ce webinaire et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous, sous le soleil, sous la chaleur. À bientôt. Merci, bonne journée à tous.